Bien, reprenons maintenant notre étude critique des installations de parfumeurs de l'âge du bronze avec les installations qui ont été identifiées, à tort ou à raison, dans les sites archéologiques de Crète et de Grèce. L'un des sites les plus marquants de cette période, pour le sujet qui nous intéresse, est probablement celui de Chamalévry, près de Réthymnon, que vous voyez ici dans la partie nord de la Crète, sur cette diapositive qui vous montre la Crète. Vous voyez l'emplacement de Knossos, et dans la partie nord-occidentale de l'île, celui de Chamalévry. Mais il y en a d'autres également en Crète, à Zakros notamment, qui est supposé être une installation de parfumeurs. Il y en a aussi en Grèce propre, à Mycène et à Pylos. Dans un excellent article qui est paru en 2001, Marie-Annick Duburc-Jarige a publié une revue critique de ces installations qui met le doute sur l'interprétation d'un certain nombre d'entre eux. Cet article s'appelle « L'atelier du parfumeur en Crète et en Grèce à l'âge du bronze », et c'est paru dans un ouvrage qui s'appelle « Technai, Technique et société méditerranéenne en hommage à Marie-Claire Amoretti », paru à Paris en 2001. Je partage en grande partie les conclusions de Mme Jarige et je les résume ici. Le plus ancien atelier possible est donc celui de Chamalévry, qui est daté du Minoen moyen 1A, c'est-à-dire vers 2150-2000 avant Jésus-Christ. En 1992, dans un lieu-dit qui s'appelle Bolanis, on a mis au jour une sorte d'allée séparant des structures situées au nord et au sud et desservant des foyers, ainsi que 4 dépotoirs. Associés à ces foyers, on a trouvé des éclats d'obsidienne, des silex et des céramiques utilisées comme marmite sur les feux. Vous voyez ici un exemple. Les analyses, à la fois carpologiques et chimiques, publiées dans un article qui s'appelle « Chamalévry Prepalatial Workshop at Bolanis », publié dans un recueil qui s'appelle « Minoan and Mycenaean Flavors of Their Time », publié à Athènes en 1999, ces analyses tentent à montrer que certains vases contenaient de l'huile d'olive, du miel et peut-être des résidus d'huile d'iris. Donc, comme vous le savez, on fera un grand usage à Corinthe un bon millénaire plus tard. Associé à ces céramiques et à ces analyses, on a trouvé donc de nombreux macro-restes et notamment des noyaux d'olive qui montrent qu'on a fabriqué de l'huile sur cet ensemble. Chamalévry semble donc être un bon candidat pour un atelier de parfumeur, mais on attend encore la publication définitive en se prononcer et surtout des analyses supplémentaires avec d'autres méthodes. Donc si le site paraît prometteur de ce point de vue-là, on manque encore d'éléments pour être vraiment bien certain. Ensuite, il y a le cas de Zakros. Dans le palais de Zakros, qui est situé donc dans la partie tout à fait orientale de l'île, qui a été fouillé anciennement par Nicolas Platon, ce palais a été détruit par un incendie vers 1450 avant Jésus-Christ. Dans la fouille de la pièce 47 de l'aile sud, on a trouvé 18 boîtes à feu, c'est ainsi qu'on nous l'indique dans la publication, Fireboxes, publication faite par Nicolas Platon en 1966, qui s'appelle Zakros, The Discovery of a Lost Place of Ancient Crete, Paris-Amsterdam en 1985. Donc page 212-215, il décrit la fouille de cette pièce avec ses 18 boîtes à feu qui seraient des sortes d'encensoirs. Vous voyez à quoi ça peut ressembler, qui auraient donc servi à brûler du parfum
probablement dans le cadre d'un rituel, mais pas tellement dans le cadre de la fabrication. La pièce est située au sud de la cour centrale, dans un bâtiment qui était surtout destiné au stockage. Et elle contenait aussi un grand nombre de vases culinaires associés à de petites jarres, à de larges récipients, à des braseros et à des vases contenant un filtre. Nicolas Platon interprétait la pièce comme un atelier et, dans une partie de la pièce et une remise dans la partie ouest. En fait, le reste du matériel trouvé s'apparente à une cuisine et il n'y a guère de différence, certes, entre une cuisine et une parfumerie, et c'est en fait la présence de ces boîtes à feu qui a poussé vers l'interprétation d'un atelier de parfumeur. Mais il faut remarquer qu'on n'a ni broyeur, et nous avons vu que c'était très important pour écraser les divers ingrédients, et nous avons vu qu'à Pyrgos, par exemple, il y a beaucoup de ces broyeurs, donc on n'a trouvé ni broyeur ni fourneau. Il semblerait donc qu'on ait plus affaire à une pièce de rangement qu'à un atelier à proprement parler, et je crois qu'il n'y a pas de raison de retenir cette pièce comme étant un atelier de parfumeur. Alors, si on va sur le continent, en Grèce propre, et un peu plus tard, à l'époque mycénienne, deux sites, à Mycène et Pylos, ont livré des pièces qui ont été interprétées comme étant des ateliers. À Mycène, dont vous voyez sur cette diapositive l'emplacement, à Mycène, donc, il y a deux ateliers possibles. Le premier est la maison dite du marchand d'huile, qui remonte au début du XIIIe siècle avant notre ère et qui a été détruite par un incendie vers le milieu du siècle. Cette maison a été fouillée par Weiss, qui l'a publiée dans cet ouvrage qui s'appelle Excavations at Mycenae, 1939-1955, paru en 1979, page 12. Et Weiss avait trouvé dans la pièce 1, que vous voyez ici, sur ce plan, au nord du bâtiment, 11 pitoi, 11 jarres, alignés le long des murs et séparés par des petites murettes. Associée à ces pitoi, Weiss avait trouvé une tablette qui s'appelle la tablette 101, FO 101, qui mentionne des distributions d'une huile oléoué, qui est un terme qu'on retrouve à Pylos associé avec des onguents. Weiss en avait conclu que les pitoi contenaient de l'huile d'olive et que la maison était celle d'un marchand d'huile. Il n'était pas allé plus loin. C'est plus tard Palmer qui a proposé d'y voir un atelier de parfumeur, car il interprétait des traces de chauffage trouvées dans la pièce et un foyer comme faisant partie d'un bain-marie, ce qui est probablement poussé l'interprétation trop loin. D'ailleurs, Cynthia Selmerdine, dans son livre paru en 1985 qui s'appelle « The Perfume Industry of Mycenaean Pylos », a définitivement écarté cette interprétation comme atelier et elle est revenue à l'hypothèse de Weiss. C'était donc plus probablement un simple entrepôt d'huile, qui d'ailleurs pas forcément celle d'un marchand d'huile, mais peut-être d'une réserve d'une grande maison. Une autre maison de Mycène a été proposée comme atelier de parfumeur, c'est celle dite de la maison ouest, située à l'ouest justement de la maison du marchand d'huile. Et elle date à peu près de la même période. Elle a été publiée par Verdelis dans un article qui s'appelle « The West House », paru dans Transaction of American Philosophical Society en 1963. Cette maison comprend 3 pièces dans la partie ouest qui ont livré des objets en rapport avec l'huile, voire avec les parfums. La pièce 3 qui contenait un pitos qui semble avoir contenu de l'huile d'olive. La pièce 1 qui a livré de petites jarres à étrier que l'on suppose avoir servi principalement au transport et au stockage de l'huile parfumée, et la pièce 2 qui semble avoir été une cuisine avec un foyer, des résidus organiques carbonisés, etc. On a donc tenté d'interpréter cette suite de salles comme étant une salle de stockage de l'huile,
une pièce centrale pour la cuisson des parfums, dans ce qui semble être une sorte de cuisine, et dans la pièce suivante, une salle pour l'embouteillage. Mais la fouille est ancienne, et l'interprétation n'est pas assurée parce qu'elle n'est pas appuyée par des analyses. Cynthia Chelmerdine, dans son ouvrage, donc, ne l'a pas retenue par prudence. Toutefois, rien ne s'oppose en théorie à cette hypothèse, car nous avons vu qu'il n'y a pas de différence véritable entre une cuisine et un atelier de parfumeur à cette époque, et qu'on a pu très bien préparer des huiles parfumées dans une pièce qui servait ordinairement de cuisine. On voit donc toute l'ambiguïté de ces installations à cette époque où, en l'absence de marqueurs caractéristiques, seul le recours à des batteries d'analyse permettrait de trancher. Pour le palais de Pylos, qui est situé dans la partie occidentale du Péloponnèse, dans la baie de Navarin, que vous voyez sur cette diapositive, ici dans le cercle rouge. Pour le palais de Pylos, qui est un peu plus tardif, on croit être dans une position plus ferme parce que les vestiges sont bien conservés, et vous avez peut-être déjà visité le palais de Pylos, vous voyez l'état exceptionnel de conservation, et que plusieurs tablettes font mention de parfumeurs et d'huiles parfumées. C'est le cas, par exemple, de la tablette Pylos UN 267, où il est question de arepa, un onguent plus épais que l'huile, de arepazzo, le parfumeur, de tuea, qui désigne des ingrédients du parfum, et il est question aussi de livraison de plusieurs sortes d'aromates. La tablette UN 249, où un certain Philaios, qualifié de bouilleur d'onguent de la souveraine, reçoit du souchet, des rhizomes d'iris, du fenouil, etc. D'autres textes, comme UN 219 ou FR 1215, mentionnent des offrandes d'huile parfumée, notamment aux dieux. On a donc un contexte où il est certain qu'on a fabriqué dans ce palais et utilisé des huiles parfumées. Pylos était d'ailleurs la capitale d'un royaume mycénien relativement important, et le palais a été fouillé par Blegen avant la guerre et après la guerre, et il a pu fixer la datation de la destruction vers 1230-1200 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans le détail des découvertes qui nous porteraient beaucoup trop loin, ni dans le détail du plan du palais que vous voyez sur cette diapositive, un plan extrêmement complexe, avec au centre le mégaron, les magasins avec les doliens, avec les pitoïdes, pardon, avec les grandes jarres, ici et là. Je n'entre donc pas dans le détail de ces découvertes, sauf pour dire que nous allons nous intéresser à cette partie située ici, dans la partie orientale du site, et singulièrement à la cour 47, dont nous voyons ici un détail. Vous voyez, le mégaron est ici, le mégaron dit de la Reine est ici, et la cour 47 est située dans cette partie. Lors de la fouille, la cour était jonchée de vases de cuisine, de braseros, de couvercles et de 35 jarres à étriller. Or, comme nous l'avons vu, ces jarres, on pense qu'elles contenaient principalement de l'huile et de l'huile parfumée, et c'est la présence de ces jarres qui a fait penser qu'on se trouvait en présence de l'atelier de parfumeur qu'on cherchait, parce qu'effectivement, on a des textes qui le mentionnent. Et donc, Cynthia Chelmerdine a proposé de l'interpréter ainsi dans un article paru en 1984 qu'elle a publié avec Palaima, qui s'appelle « The Perfume Oil Industry at Pylos », et dans son livre de 1985 que j'ai déjà cité, et en particulier, elle y consacre les pages 61 à 62. Ça semble donc un très bon candidat. Mais dans son article, Marie-Annick Duburc-Jarige a fait remarquer, d'une part, que tous les autres objets trouvés dans la cour, c'est-à-dire les bassines, les pelles, les pitoïs, les vases de cuisine, qui sont certes compatibles avec l'hypothèse d'un atelier de parfumeur, ne sont en rien caractéristiques de ceci. Et d'autre part, il manque, comme à Pylos,
des mortiers et des pilons qui sont indispensables pour broyer les aromates, les résines, etc. Or, comme le palais a été incendié, on devrait les trouver. Il manque aussi des filtres et il manque les foyers nécessaires à l'enfleurage. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la cour donne sur la salle 46, qui est située ici, qui est une salle dotée d'un foyer central qu'on dénomme de Queen's Hall, et donc qui est visiblement une salle d'apparat et de réception, et il paraît peu probable qu'un atelier qui aurait dû générer des fumées soit situé à proximité immédiate de cette salle de réception. Donc Marie-Annick Dubourg-Jarige pense qu'il n'y avait pas d'atelier à cet endroit, mais peut-être d'autres activités domestiques ou de stockage, et effectivement, à l'absence de tout élément caractéristique, je suis assez enclin à la suivre sur ce plan. Au total, donc, pour la Crète et la Grèce mycénienne, c'est surtout le site de Bolanis à Chamalévry qui paraît le plus proche de ce que l'on attend d'un atelier de parfumeur. Tous les autres sites présentent des particularités qui amènent à les écarter. La cour 47 du palais de Pylos ne présente pas les instruments de base qu'on attend, malgré les conditions très bonnes de conservation. La pièce 47 aussi du palais de Zakros ne présente pas ces éléments caractéristiques. Rien n'interdit qu'on y ait fabriqué des parfums, mais le lien repose sur la découverte de ces sortes d'encensoirs, et c'est sûrement ça qui a entraîné l'identification, et ce lien est très insuffisant. Selon nous, il peut s'agir simplement d'une remise où l'on rangeait ces ustensiles destinés principalement à des usages cultuels. Les installations de la maison ouest de Mycène pourraient être également simplement une cuisine. Quant à la maison du marchand d'huile de Mycène et la maison B de Zigouriès, sur lesquelles je ne m'étends pas, où on a trouvé principalement des dépôts de vases, et notamment des coupes, des vases à cuire et des jarres, elles sont certainement des pièces de stockage et en rien attribuables à une parfumerie. En résumé, étant donné la polyvalence des espaces et la non-spécificité des éventuels ateliers de parfumeurs qui devaient ressembler à des cuisines, toute identification devra se fonder sur une observation minutieuse des vestiges, de leur position, de leurs caractéristiques, associées à des analyses ciblées, comme cela a été fait à Pyrgos de Chypre, comme nous l'avons vu, mais probablement avec d'autres méthodes. Là encore, nous ne sommes qu'au début de notre démarche, car les analyses qui serviront d'appui à ces interprétations doivent être faites selon des protocoles reconnus par tous les chimistes qui travaillent dans ce domaine et avec des machines similaires, faute de quoi elles seront toujours entachées de doutes et feront l'objet de polémiques. Si ce programme théorique est encore appliqué à l'âge du bronze, on est bien loin de pouvoir le faire pour presque tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. En effet, aucun des sites fouillés qui ont été datés de cette période n'a livré d'installation qu'on aurait pu ou qu'on a proposé d'identifier comme des ateliers de parfumeurs. Et il faut attendre la fin de la période hellénistique pour découvrir des installations dont les caractéristiques nous permettent de les identifier comme des parfumeries. Les premières sont situées dans l'île de Délos que nous allons examiner maintenant. Vous voyez ici la position de l'île de Délos au milieu des Cyclades. Je ne m'étends pas sur l'histoire de cette île qui a vu la naissance d'Apollon et d'Artémis et le développement d'un grand sanctuaire panhellénique. Je veux simplement rappeler que les fouilles remontent principalement au début du XXe siècle et que depuis, on a principalement précisé l'interprétation, la datation de certains vestiges, mais que le gros des dégagements remonte à cette époque. Il faut donc faire avec une documentation qui est relativement ancienne. Sur la diapositive que vous voyez ici, on remarque
la pointe de l'île de Mykonos, l'île de Délos très allongée, dont la partie occupée par l'agglomération comprend presque toute la moitié nord de l'île ici, et ici la dépendance en quelque sorte de l'île de Rhénée, où se trouvaient un certain nombre de fermes qui dépendaient notamment du sanctuaire d'Apollon. Les fouilles anciennes donc ont mis au jour principalement le sanctuaire, et vous reconnaissez sur cette diapositive la partie centrale du sanctuaire d'Apollon, ici avec l'édifice dans cette partie-là, l'Oikos Naxien, l'Agora des Italiens et l'Agora des Déliens. Les fouilles anciennes donc ont mis au jour, dispersés dans l'ensemble du tissu urbain, sauf dans le sanctuaire proprement dit, bien entendu, ici, un certain nombre, et même un grand nombre, de pierres de pressoir et qui appartiennent probablement à des installations de production d'huile et, selon moi, en partie à des installations de fabrication de parfums. Ces pierres de pressoir ont fait l'objet de plusieurs publications. Elles ont été sporadiquement mentionnées dans les comptes rendus de la grande fouille du quartier du Théâtre et du quartier du Stade. Elles ont intéressé Waldemar Deona, qui a publié un ouvrage sur le mobilier et les instruments trouvés dans les maisons. Et puis, entre 1981 et 1984, elles ont intéressé Philippe Bruno et Philippe Fraisse, qui ont à la fois publié des fouloirs et des pressoirs de l'époque tardive, de l'Antiquité tardive, situés dans la rue 5 du quartier du Théâtre, mais aussi d'autres ensembles, notamment d'époque tardive, situés à l'ouest de l'Agora des Italiens, par exemple. À la suite des fouilles qu'elle avait effectuées dans la ferme aux jambages de granit, ma collègue Michel Brunet a publié une excellente mise au point sur la vie agricole de Délos, dans laquelle elle soulignait la place prépondérante de la vigne et la place très marginale de la culture de l'olivier. En conséquence, elle s'interrogeait légitimement sur la destination des pressoirs hellénistiques. Servaient-ils, comme les pressoirs de l'époque de l'Antiquité tardive publiés par Philippe Bruno et Philippe Fraisse, servaient-ils pour produire du vin ou bien pour presser des olives? Et donc, la question se posait en ces termes. Dans un séjour que j'ai fait à Délos à l'automne 1991, j'ai eu l'occasion d'effectuer un nouveau recensement de ces vestiges et j'ai au contraire émis l'hypothèse que ces pressoirs, qui étaient en fonction principalement au IIe siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, étaient consacrés à la production de l'huile. Donc vous voyez ici la carte que j'obtiens avec ces diverses pierres qui comprennent à la fois des mets de pressoir taillés dans le marbre, souvent extrêmement bien décorés. Vous voyez ici le cas d'une décoration très caractéristique, ou des pierres beaucoup plus petites et rondes comme celle-ci, et des contrepoids de pressoir à levier, nous allons voir à quoi ils servent tout à l'heure, qui sont dispersés dans les maisons. La question se posait donc, et si on voulait aller au-delà des hypothèses et presque des polémiques, il fallait engager de nouvelles recherches dans des secteurs où l'état des vestiges permettait de trancher la question. Et c'est ce que nous avons fait en 1997. Michel Brunet et moi-même avons effectué des sondages et des nettoyages dans deux secteurs qui nous paraissaient clés, la maison 3O du quartier du Théâtre et la maison 1B du quartier du Stade.
Je vais commencer par détailler la fouille de la maison 3O du quartier du Théâtre, car elle nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent et à quoi servent les pierres que nous voyons dans la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire ces gros contrepoids de formes diverses d'ailleurs. La maison 3O du quartier du Théâtre se situe entre le théâtre lui-même, vous voyez ici son hémicycle, et le port et les magasins du port qui se situent ici. Donc, c'est l'une des installations que comprenait ce quartier, qui en comprenait bien d'autres. Malheureusement, les fouilles effectuées principalement en 1905-1906 dans ce secteur ne sont souvent pas assez précises pour bien localiser les blocs aux endroits où ils ont été trouvés. Mais dans le cas de la maison 3O, les blocs sont encore en place et il était donc possible de reprendre l'étude. Cette maison a été publiée et assez rapidement, mais quand même, par Jean Chamonard dans son formidable ouvrage qui s'appelle « Le quartier du théâtre », publié entre 1922 et 1924. Mais il restait suffisamment de vestiges pour qu'on reprenne la fouille. Alors, les recherches que nous avons effectuées ont porté sur 4 zones principales. Les pitoïdes de stockage, que vous voyez ici, qui, assez curieusement, n'avaient pas été fouillés en 1906, donc on les a trouvés encore remplis de leur contenu, et ce qui nous a permis de trouver des éléments susceptibles de dater l'abandon de l'installation. On a aussi fouillé entre les pitoïdes et dessous le sol pour tenter de dater leur mise en place et déceler la présence de niveaux correspondant à des états anciens de la maison. On a également travaillé dans la zone en contrebas des mets, c'est-à-dire des grosses pierres sur lesquelles on posait des scourtins pleins de pâte d'olive, afin de mettre au jour le système de décantation. Et on a sondé dans les fosses des contrepoids de façon à bien comprendre le rapport stratigraphique entre ces fosses et les murs. À la suite de ces travaux, il est apparu qu'il existe plusieurs phases de construction antérieures à l'huilerie, mais je n'aborde pas ces questions car c'est hors de notre propos d'aujourd'hui. Il suffira de savoir que l'huilerie est bâtie sur des remblais successifs, dont les derniers contiennent un mobilier céramique ancien, qui est remanié, des coupes ioniennes, rhodiennes, attiques, etc., mais aussi des vases relativement tardifs, tels que des lampes déliennes, des bols en céramique campaniena, etc. Donc vous voyez ici, sur cette diapositive, un plan de l'installation qui comprend 2 pressoirs à levier, nous allons voir comment ça fonctionne ensuite, avec leur système de décantation, et une salle, enfin en tout cas une partie de la salle consacrée au stockage du produit obtenu. Donc la question était bien de savoir s'il s'agissait d'une installation pour l'huile ou l'installation pour le vin. La stratigraphie donc a permis de mieux préciser la datation, et vous voyez que, par exemple, les pitoïdes, les jarres qui servent à recueillir le produit, sont enfoncés dans des couches qui sont coupées, donc qui permettent de mieux les dater, et ces couches, je vous épargne le détail des céramiques qui ont été trouvées, permet de dater la mise en place de l'installation dans le premier quart, probablement au début du premier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire finalement peu de temps avant son abandon, car, comme vous le savez, Délos a connu quelques soubresauts très importants en 88 avant Jésus-Christ et en 69 avant Jésus-Christ, et donc l'huilerie n'aurait fonctionné que relativement peu de temps. L'abandon est marqué par le contenu des pitoïdes qui ont été trouvés dans la partie
de la pièce qui était destinée au stockage, où on a trouvé beaucoup de vases complets ou de vases entiers. Vous avez ici sur cette diapositive une représentation, enfin une image qui vous montre ces vases plus ou moins complets. Et sur cette diapositive suivante, ce qui a été trouvé dans les pitoi, donc des petites amphorettes à pattes claires, des laginoi piriformes, des gobelets à parois fines, des lampes à huile d'un type relativement tardif, des fragments de céramique dite Eastern Chigilata A, des céramiques de type Westslope, de la céramique campanienne A, des amphorettes, une kitra, c'est-à-dire une marmite complète, et tout ça donc associé à quelques monnaies de bronze athéniennes permettent de penser que ce mobilier est tout à fait comparable à celui qui a été trouvé par exemple dans les maisons incendiées du quartier de Skardana, qui est situé au nord de l'île de Délos et qui a été fouillé relativement récemment et donc pour lequel on a des données plus précises, permet donc de penser que l'huilerie a été abandonnée en 69 avant Jésus-Christ, au moment où les pirates d'Athénodoros ont pris l'île de Délos et ont incendié la ville. Au vu de ce matériel, on peut donc estimer que l'huilerie aurait fonctionné pas plus d'une génération, c'est-à-dire peut-être 20 ou 30 ans au maximum. Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'une huilerie? Alors, je crois que de ce point de vue-là, nous avons atteint une quasi-certitude, même une certitude, car d'une part, on a pu mettre au jour ce qui ne se voyait pas jusqu'alors, les systèmes de décantation. Vous voyez que ce pressoir se déverse dans plusieurs jarres installés à différents niveaux, et donc ce qui est tout à fait typique d'un système de décantation de l'huile. Et d'autre part, nous avons mis au jour le pressoir lui-même, mais aussi dans les pitoi et dans les sédiments associés, un certain nombre de noyaux d'olive. Il commence à fonctionner. Quelque part, il devait y avoir un moulin qui n'a pas été retrouvé, car en effet, il n'est guère concevable qu'une installation à deux pressoirs, vous voyez donc ici un qui est bien conservé et puis il y en avait un autre à côté, ait fonctionné à cette époque-là sans un moulin. Mais, comme je vous l'ai dit, les conditions de fouille et des dégagements sont anciennes, on ne sait pas véritablement si on a trouvé ou non des meules. Ça ne faisait pas partie à l'époque du mobilier que l'on recherchait, et ces instruments ont pu être écartés, voire jetés. J'ai découvert dans les déblais de cette grande fouille, à côté du môle qui sert de débarcadère aujourd'hui à Délos, une meule de moulin à huile qui montre qu'il y avait donc quelque part dans le quartier du théâtre un ou plusieurs moulins à huile. Lorsque les olives étaient broyées, on mettait donc la pâte obtenue sur cette pierre. Ensuite, l'huile et l'eau s'écoulaient et se décantaient, et on utilisait pour presser un système avec un levier qui était actionné par un treuil lui-même fixé sur ce gros contrepoids de pierre. Vous avez vu qu'il y en avait deux dans la boutique, et je propose donc un système d'ancrage de ce type-là, c'est-à-dire avec deux montants de bois qui sont fixés avec du plomb. Vous voyez ici qu'il y a encore les lames de plomb conservées, sont fixées dans la pierre. L'huile était ensuite contenue dans les jarres qui ont une contenance très importante, et l'ensemble devait fonctionner de cette façon-là avec deux pressoirs, donc l'un avec
un levier un peu plus court que l'autre, levier qui exerçait une force relativement importante, puisque si on multiplie le poids du contrepoids qui coulisse dans cette fosse et par le bras de levier, on obtient une pression d'environ 10 à 15 tonnes selon la longueur du levier, et cette pression s'exerçant sur des courtins, c'est-à-dire sur des couffins remplis de pâte d'olive qui sont d'un diamètre relativement important puisqu'ils font à peu près 80 cm de diamètre, on obtient donc une pression d'environ 2 kg au centimètre carré, ce qui est pour des pressoirs traditionnels très correct. La capacité des récipients que nous avons vus est d'environ 650 litres par pitos, donc ces jarres qui sont dans la partie de la diapositive, et on a donc une production relativement importante qui devait, pour l'ensemble de l'établissement, avoisiner 4000 litres d'huile. L'étude des noyaux qui a été effectuée par Jean-Frédéric Terral a montré que les olives détritées, c'est-à-dire écrasées dans cette huilerie, appartiennent à une variété qui est proche de la variété dite Koroneiki et donc qui est encore très largement répandue en Grèce et qui est un fruit qui donne entre 20 et 25% de son poids en huile d'olive, donc une belle productivité. On a donc, selon moi, affaire ici à une huilerie importante, à 2 pressoirs à levier, qui étaient utilisés pour produire non pas de l'huile à parfum, mais de l'huile alimentaire, ou de l'huile pour les lampes. Et nous allons voir, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cet exemple, en quoi cette installation diffère des installations de parfumeurs de la même époque, situées dans d'autres boutiques, dans d'autres pièces du quartier du théâtre ou dans d'autres maisons, comme celle du quartier du Stade. Le quartier du Stade est situé dans la partie nord de l'île. Alors, vous voyez ici une vue par satellite. Ici, le théâtre, le quartier du théâtre et le port, avec l'huilerie dont nous venons de parler, située en 3-0. Ici, le sanctuaire. Ici, les quartiers d'habitation résidentielle, notamment le quartier de la Colline et le quartier de Scardana. Et puis, au-delà de cet espace peu densément bâti, se développe tout un secteur caractérisé par le gymnase, le stade et ce que l'on appelle le quartier du stade, qui est situé à l'est du stade et au voisinage de la côte. Ce quartier du stade, que nous voyons mieux sur cette diapositive, donc là vous voyez à nouveau le stade construit au IIIe siècle, et au-delà de cette rue qui longe le stade, donc un quartier qui se développait en bordure de la mer et qui a été que très partiellement fouillé, puisqu'il s'étend dans cette zone ici, avec la synagogue, et il s'étend bien entendu beaucoup plus au nord dans ce secteur. Ce quartier du stade a été fouillé, ou peut-être on devrait dire déblayé, en 1912-1913 par André Plassard. Le stade lui-même avait été dégagé en 1912. Et l'essentiel du quartier d'habitation a été lui aussi dégagé en 1912 en 45 jours de travail. C'est vous dire à quelle allure on travaillait à cette époque-là. Et la partie méridionale du quartier, c'est-à-dire non pas celle qui nous intéresse, mais celle qui est située ici, a été, elle, dégagée l'année d'après, en 1913, en seulement 10 jours. C'est dire si le travail a été donc rapide et les observations forcément peu détaillées. Les déblaiements ont mis au jour une rue qui longeait le stade sur une longueur de 210 mètres, c'est ce qu'on appelle la rue du stade, que vous voyez ici,
une rue parallèle située à une trentaine de mètres à l'est et 4 rues perpendiculaires qui descendaient vers la mer. Ce réseau délimite 4 îlots d'habitation, dont 2 ont été fouillés, l'îlot nord qui comprend 5 maisons et l'îlot sud qui comprend 2 maisons. Ce qui nous intéresse, c'est l'îlot nord et particulièrement la maison 1B que vous voyez ici, qui est la plus vaste du secteur et qui ouvrait à l'est sur un renfoncement de la rue orientale. Là, vous voyez ici la rue orientale. On entrait donc dans la maison par cet espace. Il y avait ici un hôtel du type des hôtels de Carrefour ou des hôtels avec des représentations de dieux lards, très typiques des pratiques italiques. Et c'est un quartier qui est très occupé par des Italiens à cette époque-là. Et on entrait donc ensuite dans la maison avec d'un côté des latrines situées à cet endroit, un couloir qui permettait d'accéder à un péristyle de type rhodien, avec donc un côté plus haut que l'autre. Les colonnes sont plus hautes d'un côté que de l'autre, pardon. Et ce péristyle entourait donc une cour centrale dallée, mais qui, semble-t-il, ne communique pas avec une citerne, ou en tout cas la citerne n'a pas été découverte. Sur le côté, il y avait une exèdre, dite exèdre F, qui communique avec la galerie par une large baie divisée par des piliers avec 2 demi-colonnes sur lesquelles on reviendra. Et contre les murs est et sud courait une banquette recouverte d'enduit, s'interrompant au milieu par un ensemble de 4 cuves maçonnées, c'est comme ça qu'elles sont décrites, percées d'ouvertures en partie basse. En fait, ce ne sont pas des cuves maçonnées, mais des fourneaux que André Plassard identifie d'ailleurs très clairement, car il avait bien remarqué que les pierres qui entourent ces fourneaux étaient rubéfiées, donc avaient subi la chaleur, et il en avait conclu, du fait de la présence de la banquette maçonnée, dont vous voyez ici l'extrémité, et la présence de ces gros fourneaux, qu'il avait affaire à un restaurant. C'est ce restaurant que je propose d'interpréter comme une parfumerie, et nous allons voir en quoi les fouilles que nous avons effectuées avec Michel Brunet en 1997 permettent d'assurer cette identification et de la dater. Nous n'allons pas le voir aujourd'hui car il est déjà midi, mais j'aborderai cette question la semaine prochaine, car ça permet de bien identifier et fixer les idées sur les parfumeries en fonction à l'époque hellénistique et servira également d'introduction à la compréhension des vestiges similaires mais pas tout à fait du même type qui caractérisent la période impériale romaine. Je vous remercie.